Merci d'être venus aussi nombreux, de la part de Madame Danielle Gobert et de toute l'association Les mots pour le dire. Beaucoup de choses aujourd'hui au programme, des sessions plénières, des débats, des tables rondes, des ateliers. C'est Madame Danielle Gobert, avocate au barreau de Lille et présidente de l'association Les mots pour le dire, qui va vous présenter déjà cette journée. Alors, on vous a tous remis une enveloppe, et dans chaque enveloppe, bon, il y a des éléments, mais sur l'enveloppe, il y a des petites pastilles, on s'est amusé à les coller, avec la couleur qui correspond à vos ateliers. Donc ne vous inquiétez pas, juste à l'entrée des ateliers, il y aura des hôtesses qui pourront vous orienter, et en fonction des ateliers et des couleurs, vous pourrez vous y rendre. Alors j'insiste que certains ateliers sont complètement, j'allais dire, pleins, on est obligé de limiter par rapport à l'organisation. Donc, si vous n'avez pas la bonne couleur, je suis vraiment désolée, vous ne pourrez pas aller dans l'atelier. Le professeur de Lyon fera une intervention. Ensuite, vous aurez un déjeuner libre de 12h30 à 14h. Le Nouveau Siècle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est carrément dans le centre de Lille. Et tout autour, il y a plein de magasins. C'est intéressant, ça va peu vous aider, vous détendre après cette journée qui paraît bien chargée, mais très intéressante. Merci de votre écoute et n'oubliez pas les petits formulaires. Merci. Merci Daniel, merci à tous d'être là, merci aux organisateurs. Moi j'ai la tâche gratifiante de remercier tout le monde. Donc je voudrais préciser aussi que nous sommes ici grâce à l'aide du conseil régional qui nous a mis à disposition cette salle. Et puis donc Madame Chassin, je ne sais pas si elle est dans la salle déjà, qui représente le conseil départemental, qui nous a beaucoup aidé aussi pour l'organisation. Je ne sais pas si elle est là, mais on l'attend au podium pour nous faire une petite allocution, si elle est présente. On voulait aussi remercier des personnalités qui nous ont aidés, notamment Madame Bécu de la mairie de Tourcoing, qui est également active au conseil départemental, Madame Coteni, qui est vice-présidente du conseil départemental, et puis Mesdames Drouf, Madame Lefebvre, Madame Noclin, Madame Rousse, qui travaillent à la mairie de Haine et qui nous ont aidés aussi pour cette organisation. Alors on a un grand merci à donner à la mairie de Lille qui nous a beaucoup aidés, et malheureusement Madame Brun, qui devait venir pour représenter Madame Aubry, n'a pas pu, elle s'est excusée hier, elle ne viendra pas. Monsieur Bertrand, on espérait aussi sa venue parce que c'est par son intermédiaire que le conseil régional nous a mis à disposition la salle. Heureusement, lui aussi s'est excusé. On a la chance d'avoir la présence de Monsieur Canet, qui est un sénateur et ancien ministre de la Jeunesse, qui nous honore de sa présence. Et on a beaucoup à attendre de la collaboration du Sénat et de la Commission des lois pour la mise en valeur de la cause de la maltraitance à enfants. Je voudrais également remercier de la part du bureau de l'association ASSO, qui est une association qui aide les autres associations pour l'organisation et qui est très active pour toute l'organisation pratique de cette journée. Ils nous ont fourni des stagiaires qui font l'accueil, qui nous rendent un grand service aujourd'hui. Donc je voulais rendre un grand hommage surtout à Madame Gobert, que vous venez de voir, qui est donc la présidente de notre association, Les mots pour le dire, qui a eu une activité absolument débordante pour mettre en place cette journée, en plus de ses activités dans son cabinet d'avocat, de son activité comme blouse rose à l'hôpital et dans les maraudes qu'elle fait les vendredis pour apporter du réconfort aux sans-abri. Je voulais aussi mettre en exergue Madame Martine Branly, qui est la secrétaire de notre association, qui a fait un travail absolument fantastique pour l'organisation de cette journée. Et puis je remercie d'avance tous les intervenants qui viennent, pour certains d'outre-Atlantique, comme Madame Fortin, qu'on verra tout à l'heure. Et je remercie également les sponsors. Donc les sponsors, lors des pauses, aller visiter leur stand. Ils nous ont beaucoup aidés financièrement pour l'organisation de cette journée. Et puis enfin, je remercie tous les participants qui sont au nombre de 700 inscrits. Alors je ne sais pas si tous vont arriver à passer le barrage de la neige, mais j'espère que tout le monde sera satisfait de cette journée. Donc des inscrits qui viennent des Hauts-de-France, mais également de La Rochelle, de Limoges, de Caen. Voilà, donc j'ai ce grand honneur et ce grand plaisir de remercier tout le monde. Et je voudrais
rappeler que à tout le monde, si c'est possible, de ne pas oublier de rallumer votre portable en sortant des sessions. Les premières lois sur la protection de l'enfance datent vraiment de cette époque. Alors, un petit rappel anatomique, ça se passe dans les méninges. Les méninges, ce sont les enveloppes du cerveau, et on a un cortex qui est très miniature, qui va pouvoir se délaminer en quelque sorte. Les différentes couches du cortex vont se séparer l'une de l'autre. Donc ça, c'est ce qu'on voit chez le nourrisson, contrairement aux grands enfants, chez qui on a des lésions par contre-coup. Et puis on a des cas où on a des lésions, des contusions frontales, comme ici. Ça, c'est assez éthique, qu'on ne se trompe pas. Un enfant qui a un hématome sous-dural, des hémorragies rétiniennes et qui n'a pas de signe d'impact, c'est a priori un bébé secoué. Donc en conclusion, on voit cet enchaînement fatal qui fait penser à une tragédie grecque. On a un stéréotype des personnages, des situations, une unité de lieu, de temps et d'action. Donc ça, je vous présente un tableau qui est au musée des Beaux-Arts, qui représente Médée qui est prête à assassiner ses enfants. C'est une tragédie grecque. Nous, on préférerait remonter le temps, prévenir le syndrome du bébé secoué, et donc qu'on est quand même dans une ère judéo-chrétienne, et je préfère cette analogie-là, où l'ange de la prévention vient empêcher le couteau de la maltraitance de s'abattre sur l'enfant. Voilà, je vous remercie de votre attention. Le syndrome du bébé secoué peut survenir dans tous les milieux et donc il faut y penser et être vigilant. Je vais vous donner quelques chiffres qu'on a fait sur les 10 dernières années en réanimation pédiatrique. Donc en réanimation pédiatrique, bien sûr, c'est les bébés victimes de syndrome du bébé secoué les plus graves. Ces chiffres ne sont pas exhaustifs, ça ne représente pas tous ces enfants. On a noté 140 traumatismes crâniens survenant chez l'enfant de moins de 2 ans. Il y a une erreur dans l'âge, c'est moins de 2 ans. Et donc sur ces 140 enfants, 64% étaient des syndromes du bébé secoué et 36% seulement étaient des traumatismes crâniens accidentels. Donc cette proportion de syndrome du bébé secoué est vraiment très importante. Les ecchymoses, elles étaient plus nombreuses dans les traumatismes crâniens accidentels. Donc souvent c'est vrai que chez le syndrome du bébé secoué, il y a juste l'atteinte, l'hématome sous-dural et pas tellement de signes visibles extérieurs. Alors que dans le traumatisme crânien accidentel, c'était surtout le crâne. Pour les hémorragies rétiniennes, elles étaient effectivement très nombreuses. Enfants du couple, et il y avait quand même dans 18% une mesure sociale en cours, ce qui n'est pas négligeable. Les antécédents néonataux, 56% avaient eu un début néonatal difficile et on avait regardé la personne présente lors du premier symptôme qu'avait présenté le bébé, et c'était le père ou le conjoint dans 42% des cas, la mère dans 29% des cas et la nourrice dans 18% des cas. Et ce qui était frappant, c'était le délai de consultation. C'est-à-dire que par rapport à l'apparition du premier symptôme, les parents consultaient 25 heures après. Ce qui fait que, effectivement, on arrive forcément trop tard, quoi. 25 heures en médiane de temps pour consulter face à un tel traumatisme, forcément, on est en retard. Différents modes d'entrée à l'hôpital pour ces bébés ayant subi un syndrome du bébé secoué. Le premier cas, malheureusement, c'est l'enfant décédé, c'est la mort inexpliquée du nourrisson. Donc là, il faut faire un interrogatoire des parents, un examen clinique détaillé et minutieux, et probablement, dans les morts subites inexpliquées, faire un fond d'œil, radio de squelette, scanner ou IRM cérébral, demander l'autopsie, mais il nous faut pour ça l'autorisation des parents. Dans le deuxième cas, c'est l'enfant qui se présente avec un tableau neurologique grave. Alors là, soit il est amené par le SAMU, mais dans beaucoup de cas, il est aussi amené par les parents qui essayent de minimiser les choses avec des convulsions très fréquentes dans le syndrome du bébé secoué, 74% dans la CD. Bonjour à tous, je vais vous parler de la vision neuropédiatrique du bébé secoué. Mathieu ne nous a pas accordé de symbolique angélique parce qu'on n'est pas dans l'action, dans l'aigu, on est dans le post-aigu, ce que mon patron jusqu'au 1er septembre 2017 lui va aller appeler le relevé des compteurs. Donc voilà, on va quand même... Alors sur la définition clinique telle qu'on la voit en neuropédiatrie, ce dont je vais vous parler, ça se base essentiellement sur le concept de l'école de Gilles Lyon, qui est un neuropédiatre français originaire de Paris. Ça s'écrit Lyon comme la ville, mais qui a travaillé surtout à Bruxelles. On va essayer quand même de s'y retrouver. Donc,
Pour nous, le syndrome du bébé secoué, on l'évoque devant la triade hypertension intracrânienne, hémorragie rétinienne et hémorragie intracrânienne. Quand on regarde les recommandations de l'HAS, de la Haute Autorité de Santé de 2017, qui reprennent et précisent celles de 2011, on dit notamment, c'est notamment Madame Laurent Vanier qui parlera aujourd'hui, que le diagnostic est certain lorsqu'on a des hématomes sous-duraux multiples. Les multiples, ça commence à partir de 2, et des hémorragies rétiniennes. Donc la mortalité est élevée de 15 à 38%, avec une médiane aux alentours de 25%. Et les troubles des apprentissages, puisque c'est essentiellement l'objectif de cet exposé, ils sont notés sévères dans 61% des cas, modérés dans 35% des cas, et non apparents, c'est-à-dire qu'il faut une évaluation neuropsychologique pour les voir dans 4% des cas. Alors Cécile Bonnier, c'est une neuropédiatre qui était de l'école de Gilles Lyon et qui a beaucoup travaillé sur ce concept, qui travaille encore d'ailleurs. Alors sur les facteurs physiologiques fragilisants, donc du syndrome du bébé secoué, l'importance du volume de la tête par rapport au corps chez le jeune nourrisson, l'hypotonie des muscles du cou, c'est dur de faire un gainage des muscles cervicaux chez le nourrisson, et la largeur des espaces péricérébraux, dont Mathieu vous a dit que c'était plutôt maintenant infirmé, donc, mais c'est quand même dans les concepts classiques, une réponse inadaptée au traumatisme crânien jusqu'à l'âge de 3 mois. Il y a des automatismes de régulation qui sont primaires, et il y en a un jusqu'à 3 mois qui, lorsqu'il y a une hémorragie intracérébrale, il y a une baisse initiale de la pression et l'organisme va y répondre par le cœur qui va pomper plus vite, donc qui va augmenter le flux sanguin cérébral. Malheureusement, d'augmenter le flux sanguin cérébral, ça va aggraver les lésions. Et le fait aussi, quand on parle de plasticité cérébrale, de la capacité du cerveau à bien réagir, à bien compenser des traumatismes ou des agressions, malheureusement, si les lésions sont sévères tout petits, la capacité de plasticité cérébrale sera limitée pour la suite. Ça, c'est la logique pure. Alors sur les lésions péricérébrales, là encore, telles qu'on la voit de façon simplifiée en neuropédiatrie, pour ce qui est des points de vue apparemment contradictoires, peut-être donner la préférence à la neurochirurgie qui voit les choses au plus près au niveau physique de la matière, en se consolant, en se remémorant Raymond Aron qui disait qu'on soit de droite ou de gauche, on est hémiplégique. Donc les lésions péricérébrales, c'est surtout des hématomes sous-duraux qui sont liés à une rupture des veines ponts, tel qu'on le voit. Ces lésions sont postérieures à prédominance pariéto-occipitale et elles s'étendent en interhémisphérique, c'est-à-dire entre les deux hémisphères cérébraux. À partir de l'arrière, l'évolution naturelle de l'hématome sous-dural, c'est d'aboutir à une hypertension intracrânienne. Merci au docteur Jean-Marie Cusset, neuropédiatre au CHRU de Lille, et puis on va terminer cette première séance plénière avec Madame Sylvie Fortin du CHSU Saint-Justine à Montréal pour la prévention de ce syndrome du bébé secoué. Alors tout d'abord, un grand merci de l'invitation. Ma partie, je vais essayer de la faire assez succinctement comme mes prédécesseurs. Je trouve que la table est déjà très très bien mise. On sait qu'est-ce que c'est le syndrome du bébé secoué, depuis quand ça existe, quelles sont les lésions. Alors je pense que c'est la base nécessaire pour pouvoir penser faire de la prévention. Je vais vous exposer un petit peu la pertinence. Est-ce que c'est pertinent la prévention? Est-ce que c'est déterminé? C'est pertinent? Qu'est-ce qu'on a fait nous? Est-ce que c'est facile d'en faire? On a fait un certain balisage. Alors, je vais vous présenter le programme qu'on a élaboré à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal. Un peu de théorie, le cadre logique sur lequel on s'est basé et la théorie derrière comment on peut expliquer le syndrome du bébé secoué. Et je vous présenterai plus précisément chaque phase de notre programme de prévention au Québec qui vise tant les hôpitaux, la communauté et même les urgences. Alors, on sait que la prévention, en petite introduction, le docteur Vincent nous a dit que le syndrome de Secoué avait été identifié même au 19e siècle, mais vous savez, la prévention, ça a été très, très tardivement qu'on a commencé à en parler. Dans les années 90-92, déjà, j'ai plusieurs collègues en prévention experts qui n'y sont plus, dont J.C. Shower, qui est allé en 90. Alors, je présente ici un extrait finalement de plusieurs papiers. Est-ce que c'est pertinent la prévention? Qui en a parlé? Alors justement, le premier papier, c'est J.C. Shower qui en a parlé en 92. Elle a distribué 15 000 parents, 15 000 informations à la naissance dans un centre hospitalier
c'est un petit dépliant d'information. Sur ça, à peu près 90% des parents lui ont répondu que c'était nécessaire que tous les autres parents aient cette information-là. Et j'ai fait dérouler rapidement d'autres auteurs qui ont démontré la pertinence de la prévention, et certains de ces auteurs-là, on pourra toujours en rediscuter, c'est certain. Certains auteurs sont arrivés à une diminution de syndrome. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi la mission de votre établissement? C'est quoi la mission de votre ville? Qu'est-ce que vous voulez faire? Quelle clientèle vous voulez viser? Dans quel but vous voulez prévenir? Parce que je pense que l'auditoire est couvert d'un ensemble de professionnels de diverses disciplines. Alors, ça va être bien important de retenir un message à la fin de cette présentation-là. Comment on va prioriser parmi tout ce qui peut se faire et peut-être même parmi ce que vous faites déjà. Parce que ce qui arrive depuis, en fait, moi je suis à l'hôpital Sainte-Justine déjà depuis 1986. J'ai eu mon premier cas de syndrome du Secoué en 1996. Et j'ai commencé à faire mes travaux sur la prévention autour de 2002. À ce moment-là, évidemment, il y avait déjà quelques balbutiements de fait aux États-Unis, mais très, très peu. Mais ce que je me suis vite aperçue, c'est que rapidement, quand on vient entendre des conférences, quand on va dans des formations qui parlent du syndrome du Secoué, on est vraiment touché par le phénomène et on veut faire quelque chose tout de suite en sortant de la salle. On veut faire quelque chose pour nos familles, pour prévenir, pour ne pas que ça arrive. Et à ce moment-là, ici, c'est vraiment intéressant parce que c'est comme on amorce un processus de réflexion, de prévention et toute l'amorce scientifique, théorique de la compréhension du phénomène, vous l'avez fait. C'est ce qui est intéressant. Alors là, c'est un bon, je trouve, timing pour se questionner qu'est-ce qu'on va faire pour la prévention. Où j'allais dans mon commentaire, c'est plus de dire à l'ensemble des gens qui sont ici, quand on veut prévenir, c'est bien, mais il faut prévenir de façon organisée, orchestrée et structurée. Si on part tous chacun de notre côté pour faire un dépliant, une information à la mère, à tout le monde, parfois, ça ne donne vraiment pas l'effet dont l'effet estimé. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Québécois. Oui, en fait, j'ai mis plusieurs images qui peuvent exprimer un peu qu'est-ce qui peut être fait en prévention du syndrome du Secoué. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé d'aller un peu plus loin à l'hôpital Sainte-Justine, à se pencher sur comment on peut comprendre le phénomène, comment on peut expliquer le syndrome du Secoué, quels concepts théoriques on peut mettre ensemble pour voir en amont du geste qu'est-ce qui se passe et comment on peut agir en amont du geste. Alors, on s'est questionné évidemment sur la pertinence de la prévention, sur la gravité du phénomène, sur l'ampleur du phénomène. Parce que souvent, on se fait dire, ben écoutez, c'est juste quelques cas, là, c'est pas si important que ça. Mais quand on regarde le nombre qu'on ne dépiste pas, quand on regarde les séquelles que ça fait et le taux de décès, et ici, on ne parlera pas des coûts de santé qui s'entraînent, alors c'est énorme. Mais rapidement, souvent, on se fait dire, ben l'ampleur, il y en a quelques-uns, c'est pas tant que ça, hein? Bon, alors, il faut le déterminer, il faut l'identifier. La disponibilité, la faisabilité des interventions, en fait, quand on a commencé, il y avait très peu de programmes qui existaient, très peu d'évaluation aussi. En effet, il faut aussi évaluer les interventions qu'on va faire. Et finalement, on a tenu compte justement des évaluations, des interventions qui étaient déjà amorcées. Alors, notre réflexion a été à identifier les causes sur lesquelles on veut agir. C'est vraiment à la faculté de médecine, chez nous, il y a des programmes évidemment d'évaluation. Il y a des formations d'évaluation de programmes dans lesquels j'ai suivi un parcours et on doit, en santé publique, pour agir, évidemment, comme vous savez, agir sur quelles causes. Il faut déterminer les causes de notre phénomène sur lesquelles on veut agir. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le syndrome du Secoué? En fait, on veut agir sur le premier déclencheur. Comme nos météorologues vous l'ont dit, c'est quoi le premier déclencheur? C'est que le bébé va pleurer pendant un certain temps, pendant souvent longtemps. Mais encore faut-il considérer que pour un parent, des pleurs d'un bébé 10 minutes de façon très intense, c'est suffisant pour déclencher en lui toute une série d'émotions. Alors que pour d'autres parents que je rencontre à l'urgence qui me disent, ben, vous savez, Mme Fortin, ça fait 3 ans qu'il pleure, et puis bon, on commence à être un peu fatigué, mais ça va. Alors j'ai un parent 3 heures et un autre parent, ça fait 10 minutes. Toute personne peut se rendre jusqu'à un geste de secoué, mais il faut reconnaître sa limite. Alors, on agit sur les pleurs, on agit sur l'émotion de la colère qui peut survenir, et on agit en donnant des informations sur qu'est-ce que c'est le syndrome du Secoué. En fait, avec ces concepts, on a essayé de rechercher un lien théorique. Sur quelle théorie, en fait, on peut se baser pour expliquer le syndrome du Secoué? Alors, on a regardé évidemment les théories de comportement. Est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène par différentes théories de comportement? Oui, je vous dis, j'ai analysé 14 théories au total. On ne les passera pas toutes aujourd'hui.
Mais en fait, on a analysé des théories de comportement, des modèles sociologiques comme Bandura, qui est un large modèle. Évidemment, le modèle basé sur l'écologie du développement, qui considère aussi les facteurs d'environnement, la région, le département dans lequel la famille vit, et les théories du stress, en particulier Lazarus et Folkman. On a aussi regardé toutes les théories explicatives des modèles de maltraitance infantile. En fait, si on avait pris un modèle de maltraitance infantile, un modèle théorique de maltraitance infantile pour expliquer le phénomène, on aurait donc limité nos enseignements et notre information à des gens qu'on a déjà identifiés comme étant maltraitants. Hein? C'est de la prévention secondaire parce qu'on a déjà identifié des risques chez ces personnes. Par contre, comme vous savez, le syndrome de Bessécoui peut survenir dans n'importe quelle famille, peu importe son statut socio-économique, peu importe sa scolarité, peu importe d'où ils vivent et quel a été leur passé. Évidemment, il y a des facteurs de risque, il y a des stresseurs dans certaines familles qui rendent les parents plus vulnérables et qui rendent le bébé plus vulnérable, mais tous et chacun d'entre nous, professionnels ici, je suis certaine qu'on a déjà vu des gens, en guillemets, riches et célèbres, qui ont perdu patience envers leur enfant, comme l'inverse aussi. Alors, c'est pour ça que nous, on a décidé de choisir, finalement, le modèle de Lazarus et Folkman, qui est un modèle basé sur le stress général. Comment on explique? Finalement, assez simplement, notre déclencheur, c'est les pleurs du nourrisson qui devient le principal élément stressant. Ce stresseur peut déclencher une diversité d'émotions chez le parent, jusqu'à l'émotion de la colère. Si cette colère n'est pas reconnue, identifiée et gérée, elle peut dégénérer dans un geste de violence, comme secouer le bébé. Alors, c'est le lien logique qui n'est pas linéaire, vous allez voir. C'est sur ces bases-là théoriques et logiques qu'on a construit finalement un modèle ou un cadre logique. La diapositive qui suit est quand même un peu lourde, ne vous effrayez pas, quittez pas. On va l'analyser concrètement parce qu'enfin, c'est bien d'avoir des bases théoriques solides pour après camper nos concepts, on va les évaluer et mesurer si vraiment on veut avoir un effet ultime. Alors, je vous présente donc le modèle logique sur lequel on a construit. Alors, habituellement, je mets des carreaux pour cacher un peu l'ensemble de l'œuvre, mais j'ai confiance en vous, on y va, on va se lancer. Alors, c'est assez simple, je vais essayer d'utiliser ce petit truc peut-être. Suivre des objectifs très spécifiques. Par exemple, si j'essaie d'en lire un, identifier les pleurs comme le principal élément déclencheur du syndrome des secoués. Chaque objectif ici, si je fais cette action-là avec cette fiche et ces objectifs, si je fais l'ensemble de cette intervention, ultimement, je vais avoir un impact sur, premièrement, premier concept qu'on va mesurer, on devrait avoir une augmentation des connaissances des parents concernant les pleurs, la colère et le syndrome du bébé secoué. L'augmentation des connaissances est donc le premier concept qu'on va aller mesurer, c'est un objectif à court terme. Le deuxième, vous aurez compris, augmentation des capacités de coping du parent face aux pleurs du bébé et face à l'émotion de la colère. Ultimement, modification du comportement et diminution du stress. Enfin, le modèle nous dit que si je fais cette action-là, ça va avoir un impact sur ces concepts et ultimement, j'aurai donc une diminution des traumatismes crâniens associés au syndrome du bébé secoué. Un se fait donc en milieu hospitalier à la naissance. La phase 2 se fait en communauté, en CLSC à Montréal, qu'on appelle en communauté les services communautaires. Ici, je crois que ce sera plus les PMI. Et en phase 3, ce sont des secteurs ciblés où les parents se présentent pour des pleurs du nourrisson spécifiques, des reflux gastro-œsophagiens, d'intolérance ou même de l'épuisement parental. Alors, chacune de ces phases sont successives et on les compare à des doses de vaccins où les doses sont successives mais se cumulent pour l'effet préventif. Alors, ici, tout simplement, ça résume ce que je viens de dire. Alors, à la naissance, X1, c'est une intervention. Alors, à la naissance, on a la première dose de vaccin qui se fait en milieu hospitalier à la naissance des bébés. Les parents sortent, s'en vont dans leur communauté. Il y a une deuxième intervention chez nous de l'infirmière en communauté qui, dès sa première visite à domicile, vient dire aux parents, est-ce que vous avez eu l'enseignement de prévention des bébés secoués lors de l'accouchement, lors de la naissance de votre bébé? Actuellement, au Québec, 94% des parents, au Québec, il y a 90 000 naissances par année moi, je pense que c'est depuis 2009 déjà que le programme est implanté dans l'ensemble des centres hospitaliers du Québec. Alors,
en communauté, lorsque l'infirmière de la communauté fait la première visite à domicile, elle demande aux parents est-ce que vous avez eu l'enseignement ou non à l'hôpital par la puéricultrice. Si les parents disent non, alors l'infirmière de la communauté doit compléter l'intervention. Sinon, lorsque l'enfant a entre 4 à 8 semaines de vie, et c'est ici qu'on entre dans une prévention qu'on peut dire ciblée ou secondaire, parce qu'en 4 à 8 semaines de vie, l'ensemble des communautés, des services communautaires chez nous, plusieurs voulaient offrir l'intervention de prévention qui se fait avec le thermomètre de la colère, en phase 2, en communauté particulièrement. Plusieurs voulaient offrir l'intervention à l'ensemble de leur population qui avait des nourrissons. Certains, par contre, ont choisi de cibler l'intervention aux familles dites, en guillemets, plus vulnérables. Alors, nous, au Québec, on a implanté beaucoup la phase 2, entre 4 à 8 semaines de vie. Vous aurez compris pourquoi, parce qu'il y a une courbe des pleurs de nourrissons et on a des pleurs de nourrissons plus intenses entre ces semaines-là. Il y a une intervention spécifique avec le thermomètre de la colère par la communauté quand le bébé a entre 4 à 8 semaines de vie. Ensuite, la phase 3 s'insère dès que le professionnel juge ou dès que le professionnel reçoit du parent des propos en sens que le parent va lui dire « mon bébé pleure beaucoup, mon bébé a décollé, j'en peux plus, je suis fatiguée, je ne sais plus quoi faire, j'ai tout essayé, j'ai changé de lait, j'ai fait ça, j'ai un petit collier, etc. et ça ne marche plus. » Alors, déjà pour nous, le parent exprime une vulnérabilité chez son bébé et peut-être aussi, c'est l'expression de sa propre vulnérabilité. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là. La première phase, finalement, à l'hôpital. Ici, vous voyez tout simplement... notre personnel, en fait, c'est les 3 fiches qu'on utilise d'enseignement en milieu hospitalier. Cette intervention en milieu hospitalier a eu une recherche évaluative qu'on a fait déjà en 2008-2009, si je me souviens bien de la publication. En fait, pour vous dire qu'on a été validé, évidemment, si c'était convenable pour les parents, est-ce que c'était adéquat et pertinent pour les parents, autant dans l'intervention qu'on a évalué aussi les connaissances, la pertinence de la formation pour les professionnels. Alors, rapidement, je vais passer sur ce contenu. En fait, on a vérifié l'atteinte des objectifs du programme. Alors, vous voyez, j'ai appris des choses à 94%, nous ont-ils dit, 57% sur les pleurs, 52% sur l'émotion de la colère, 61% sur le syndrome des secoués. Qu'est-ce que vous avez retenu des stratégies d'adaptation, pleurs, colère? 97% des parents ont trouvé utile d'écrire un plan d'action. Puis je pense qu'il y a des puéricultrices que j'ai formées récemment, Jeanne de Flandre, qui sont dans la salle. Alors, je suis contente de vous partager ceci. 92% ont même été en mesure de nommer un ou plus d'un élément lorsqu'on les appelait. Et dans la recherche, on les a, évidemment, tant qu'à faire une intervention, on a décidé d'agir peut-être au bon moment. Alors même si c'est une recherche, on a décidé a posteriori d'intervenir et d'appeler, faire notre questionnaire téléphonique auprès des parents quand le bébé avait 6 semaines. Vérifier l'adéquation de la formation des infirmières. En fait, 88 à 99% des infirmières nous ont dit que c'était pertinent, c'était adéquat. Vérifier l'adéquation de l'intervention maintenant. Est-ce que c'est adéquat pour les parents? Alors, la pertinence. Les parents nous ont dit avoir apprécié dans 98%, c'est utile dans 89%, et ici, on n'aurait pas pu avoir mieux. J'aurais aimé que quelqu'un d'autre montre ces chiffres-là que moi. Vous allez dire que je suis trop biaisée, mais bon, c'est écrit sur un papier scientifique. En fait, voilà. Et les infirmières nous ont aussi dit que l'intervention était adéquate à très grande majorité, que ça répondait aux besoins des parents, que les parents accueillaient bien leur intervention et que c'était à poursuivre. Bon. La prochaine puce est très importante pour moi, je le dis à chaque fois dans toutes les formations que je donne à différents professionnels. En fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à la prévention à Sainte-Justine, en fait, c'est parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de voir des bébés souffrir, des bébés mourir et d'examiner des bébés parce que dans le cadre de mon travail en protection de la jeunesse, j'allais en visite à domicile et je faisais les examens cliniques des enfants. J'allais à l'hôpital quand ils étaient hospitalisés et j'ai commencé dans les années 90. Alors, la radiologie et les imageries diagnostiques n'étaient pas ce qu'elles sont actuellement. La formation des médecins n'était pas ce qu'elle est présentement non plus. Le dépistage, le diagnostic n'était pas rendu où on en est maintenant. Alors, c'était vraiment plus difficile de faire le diagnostic, de mettre des mots, d'avoir une certitude de quelque part dans quel sens on s'en va. Alors, en fait, on m'avait dit, Sylvie, parfait, tu t'intéresses à la prévention, écris-nous un petit dépliant, puis ça va, on va donner son parole. Alors, j'ai dit non, moi je quitte, je ne vous fais pas ça, je ne crois pas à cette intervention de seulement remettre
de l'information sur papier aux parents et vous quittez. De ma formation, et probablement plusieurs d'entre vous le savez, quand vous êtes en entrevue avec un parent et que vous prenez le temps de poser vos yeux dans ses yeux et de lui dire, vous savez, c'est pas toujours facile, puis vous mettez votre main sur son épaule, c'est là que ça se passe. C'est le moment qui se passe, c'est un moment fort et c'est l'effet préventif se fait par votre action directe auprès du parent et non par les dépliants ou les affiches que vous allez utiliser. C'est difficile peut-être de faire passer ce message-là auprès peut-être des administrateurs parce que c'est plus difficile. Ça apparaît peut-être plus dispendieux de faire une intervention individuelle, mais Dieu sait combien c'est plus pertinent et utile et aidant pour les parents. Donc, pour m'assurer de rester dans mon domaine, j'ai inséré une question dans ma recherche et j'ai demandé aux parents, est-ce que la simple remise des fiches de la part de l'infirmière pourrait suffire, ou la remise des fiches pourrait-elle suffire sans l'intervention de l'infirmière? Alors, vous avez la réponse qu'ils nous ont donnée ici. 94% nous ont dit non, il faut la présence de l'infirmière ou de la puéricultrice pour l'intervention. C'est pour ça que je suis encore ici. Alors, je voulais faire un petit en fait, c'est difficile de passer outre cette littérature, bien qu'il y ait beaucoup de travaux qui ont été faits. Étonnamment, on a commencé il y a vraiment quand même plusieurs années, mais l'Événement vient de publier un truc quand même intéressant parce que pour nous, dans le programme au Québec, on intervient à l'hôpital. C'est une intervention universelle, en fait. Tous les parents ont l'intervention. L'Événement vient nous dire ici, en 2017, ben, vous devriez aussi vous intéresser vraiment aux parents parce qu'il y a plein de programmes qui existent, qui donnent de l'information à la naissance, mais c'est surtout les mères qui sont là. N'oubliez pas, les pères, il faut qu'ils soient présents parce que, comme vous l'avez mentionné, hein, entre 60-70% des personnes qui commettent le geste sont de figure masculine. Bon, alors, c'est 2017. Voici les résultats d'un monitorage que nous, on fait au Québec quand on implante, qu'on a fait, qu'on continue aussi. Quand on implante le programme périnatal, chaque hôpital va monitorer. 2 minutes? Parfait. L'hôpital va monitorer, en fait, qui est présent lors de l'enseignement, père, mère, les deux, on souhaite, et combien d'interventions on fait. Alors, rapidement, simplement faire un lien avec la publication de l'Événement qui dit s'intéresser au père. Ici, on a monitoré qui est présent. Et nous, ici, au Québec, dans les données que nous avons, on a 88% de présence des deux parents au moment de l'intervention de l'infirmière. En communauté, rapidement, la phase 2. Alors, la phase 2, en fait, il y a de la formation, c'est basé principalement sur le thermomètre de la colère qu'on a élaboré. En fait, le thermomètre de la colère, je pourrais en reparler parce qu'il y a d'autres ateliers que j'anime aussi après la plénière. Mais en fait, je voulais vraiment comprendre qu'est-ce qui se passait dans la tête du parent avant qu'il commette le geste. Et j'ai fait beaucoup d'entrevues, j'ai enregistré les propos, on a pris les propos et on a associé à des états émotifs. Et c'est comme ça, rapidement sur 10 ans de travaux, c'est comme ça qu'on en est arrivé à identifier l'émotion qui pouvait naître, qui était la colère. Et ensuite, évidemment, comme vous savez, dans la littérature, ça nous dit l'émotion de la colère, c'est une émotion normale, universelle, que tout le monde va vivre un jour ou l'autre, comme la joie, la peine, la tristesse. Alors donc, on peut s'y intéresser et on peut en parler à tout le monde de façon universelle. Le bébé pleure, c'est universel, on peut parler des pleurs. La personne peut ressentir l'émotion de la colère, c'est universel. On peut donc parler de façon universelle de l'émotion de la colère. Alors, cet outil-là est utilisé principalement en communauté, mais la phase 3, c'est principalement utilisé en communauté, mais on l'utilise aussi dans plusieurs interventions en milieu hospitalier, dans les cliniques externes, etc. Un petit clin d'œil aussi aux écrits d'Adam Baum qui fait le lien aussi avec des propos recueillis par les parents qui avaient secoué, qui disent clairement qu'ils ont eu des sentiments de colère. La même chose ici pour le défi numéro 2 que j'ai appelé la même publication de l'Événement dit, ben oui, vous vous intéressez à la prévention, c'est bien, vous vous intéressez au père, c'est bien, mais il faudrait aussi peut-être recentrer votre prévention sur, pas juste dire que c'est dangereux, pas juste dire qu'un bébé pleure, mais aussi quels sont les feelings, qu'est-ce que le parent ressent et vit durant les pleurs du nourrisson. C'est son conseil. Alors, je vous ramène au thermomètre de la colère. C'est exactement le but de l'intervention avec le thermomètre de la colère. Rapidement, une ou deux dernières diapositives. En fait, on a mesuré les interventions avec le thermomètre de la colère. Il y a 2 types d'interventions qu'on a testées. Une qui est beaucoup plus longue, l'autre courte, brève, qu'on a écrit ici. En fait, c'est un poster qu'on a présenté
à Vancouver, un congrès international de pédiatre. Alors, ce que ça dit finalement, l'intervention complète prend à peu près plus de 30 minutes, l'intervention brève, moins de 30 minutes, en fait. Alors, ce que ça dit, c'est qu'en moyenne, sur un score de 4, l'intervention est évaluée par les professionnels à 3,3 sur 4 comme importance de participation des parents. L'autre évaluation, l'utilité perçue des professionnels de cette intervention. Alors, l'intervention complète est aussi perçue comme étant plus importante comme effet préventif que l'intervention courte. Et je vous dirais ici, je ne l'ai pas montré, mais dans ce qui était le plus intéressant, mais on doit continuer à avoir des données, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il y aurait, dans ce qu'on a actuellement, une tendance à dire que les pères ont particulièrement apprécié l'intervention individuelle complète versus la brève. Et la phase 3, j'en parlerai pas beaucoup, mais on vise vraiment la prévention en partant des pleurs du nourrisson, et c'est les parents qui viennent, comme je vous ai dit, avec différents thèmes entourant leur bébé. Merci Sylvie Fortin du CHSU Sainte-Justine à Montréal. Merci à nos intervenants de cette séance plénière, le professeur Mathieu Vinchon, neurochirurgien de Lille. Avant de passer aux ateliers, quelques mots de Madame la conseillère départementale du Nord, Marguerite Chassin. Merci donc à vous tous de votre patience et merci Maître Gobert de me donner la parole ce matin. Au nom du département du Nord, qui est partenaire de ces états généraux du syndrome du bébé secoué, de Jean-René Le Serre, son président, et de Doriane Bécu, la vice-présidente en charge de l'enfance, de la famille et de la jeunesse. Je vous remercie tout particulièrement, Maître Gobert, donc présidente de l'association Les mots pour le dire, pour l'organisation de ces états généraux sur la prévention du bébé secoué. Je remercie aussi toute votre équipe qui s'est démenée pour rendre cette matinée absolument passionnante. J'ai personnellement appris énormément de choses et voilà, donc j'arrive modestement après. Je salue mes homologues élus. J'ai aperçu Patrick Caner, ancien ministre, conseiller départemental et adjoint au maire de Lille. Je salue et je remercie pour leur présence tous les professeurs qui nous ont éclairés ce matin, le professeur Mathieu Vinchon, neurochirurgien au CHRU de Lille, qui est également vice-président de l'association Les mots pour le dire, les docteurs Cuisset et Lampin qui sont intervenus avant moi, et tout particulièrement Madame Fortin, qui vient de nous éclairer sur ce qui est fait au Québec et qui va, je pense, je l'espère, largement nous inspirer pour notre département du Nord. Et vous tous, mesdames et messieurs, merci pour votre présence si nombreuse ce matin, en vos titres et qualités. Je ne peux pas tous vous citer, mais je vous remercie d'être si nombreux. Il reste majoritaire, ce sont 94,3% des mesures de protection. Sachez que dans le reste de la France, ce taux est seulement de 72,9%. Le volet préventif de notre action est largement renforcé par un accompagnement au plus près des familles au moment clé de l'enfance. D'abord dans le cadre de l'accompagnement périnatal proposé aux futurs parents dans le cadre de la protection maternelle infantile que vous connaissez peut-être sous le nom de PMI et qui permet de suivre les grossesses et d'appréhender avec sérénité le temps de la naissance dont on sait qu'il s'agit d'une période clé s'agissant du syndrome du bébé secoué. Le département continue d'accompagner les familles pour mobiliser et valoriser les compétences parentales au travers d'actions collectives et de services d'accompagnement à la parentalité. Enfin, le département assure, si nécessaire, une prise en charge partielle ou totale des mineurs, durant laquelle les liens entre la famille et l'enfant sont favorisés au maximum parce qu'il reste indispensable. Cette approche plus préventive mêle de nombreuses politiques publiques, de la santé à l'éducation, en passant par le logement et l'insertion professionnelle. Celles-ci sont bien évidemment l'affaire du département, mais pas seulement. Elles sont aussi l'affaire d'autres collectivités, d'autres acteurs, desquels le département entend être un partenaire créant des liens dans une mission commune au service des enfants à protéger. Aussi auprès des travailleurs sociaux et des assistants maternels et familiaux ayant la responsabilité d'enfants. Le docteur Anne Huck, responsable du pôle PMI Santé de la direction territoriale de Lille du département du Nord, animera après cette plénière et cet après-midi un atelier qui partage les actions innovantes que le département est en train de travailler et décline actuellement en matière de prévention du syndrome des bébés secoués. Ces actions concernent tous les professionnels du département qui accueillent du public, mais également les assistantes maternelles qui sont chargées des gardes d'enfants que le département agrée et contrôle,
ainsi que les assistantes familiales qui œuvrent à nos côtés dans l'accueil des enfants de l'aide sociale à l'enfance en ayant parfois la garde de très jeunes enfants. On a vu tout à l'heure que dans 18% des cas des syndromes des bébés secoués, il s'agissait de la nounou. C'est pour nous un vrai enjeu. Le département du Nord entend donc assumer pleinement sa part du travail de prévention pour éviter le syndrome du bébé secoué. Il continuera de travailler avec les partenaires médicaux et judiciaires et associatifs en la matière. Nous sommes vraiment très heureux de participer à cette manifestation aujourd'hui, en permettant, je l'espère, des rencontres fructueuses pour l'avenir. Bons états généraux à tous. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je dois absolument vous remercier tous et chacun qui avez rempli un petit questionnaire à l'arrivée, parce que je suis la coupable. Et je remercie infiniment Dr Vinchon, Mme Gobert, tous ceux qui ont collaboré à l'établissement de ce questionnaire, parce qu'en fait, c'est un questionnaire que je fais passer aussi au Québec. Et on avait envie de voir vos croyances, vos propos aux mêmes égards qu'on fait au Québec. Alors, je vous remercie infiniment et Mme Gobert aussi. Merci. Il y aura des hôtesses qui vont vous indiquer pour l'après-midi, puisque c'est les mêmes sessions que vous venez vous rendre. Donc, je vous propose donc de faire une pause café méritée et de s'arracher ensuite vraiment. De l'association Les mots pour le dire, Madame Danielle Gobert. De vous voir ce soir malgré les intempéries. Je trouve que vous êtes super motivés, donc j'espère qu'on va être à la hauteur de cette soirée. Donc effectivement, je suis la présidente de cette association qu'on a créée en septembre 2015. Donc il y a beaucoup effectivement il y a des adhérents qui sont là, mais surtout des personnes bénévoles qui nous ont aidés pour la soirée d'aujourd'hui. Que vous dire, mon association, elle est née effectivement d'une rencontre entre dans le service du professeur Vinchon et une petite fille qui effectivement avait été victime du syndrome du bébé secoué. J'avoue qu'il y a 2-3 ans, cette notion-là, je ne la connaissais absolument pas. J'avoue que donc je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire par rapport à ceci, par rapport à cette prévention. Après, je me suis dit, il y a aussi des problèmes d'enfants qui sont maltraités. On parle beaucoup de la famille, des femmes, etc. Et pas assez de la maltraitance des enfants, qui finalement existe partout. Alors, on a créé cette association. Donc, effectivement, aujourd'hui, on s'adresse au public, parce que toute la journée, on a eu beaucoup de professionnels. J'avoue que c'est un premier jet. Alors, c'est pas évident, parce que le temps ne nous a pas aidé. C'est l'écrit incessant du nourrisson, c'est que faire. La soirée va être très simple. Nous avons demandé à la compagnie La Belle Histoire d'animer cette conférence, cette soirée. Donc ce sera assez ludique, mais avec un sujet très grave. Nous aurons aussi l'intervention de l'association Tatiana, qui est effectivement une association, mais elle vous en parlera un peu plus, qui est créée, qui lutte contre la maltraitance des enfants, mais surtout le syndrome du bébé secoué, parce qu'elle l'a vécu, et c'est pas évident, et son histoire, si j'ai bien compris, n'est pas encore terminée, donc c'est pas évident, donc elle vous donnera son témoignage. Nous aurons aussi le professeur de Lyon, je ne le voyais pas, qui sera là, qui vous fera une restitution des éléments de cet après-midi et ce matin sur les ateliers qui ont eu lieu. Et nous terminons effectivement, j'ai oublié personne, et nous terminerons finalement cette soirée par un échange, j'espère, intéressant avec vous. Je vais donner la parole au professeur Vinchon, qui est mon vice-président. Merci beaucoup et félicitations à Daniel pour cette journée qui est vraiment très réussie et qui est loin d'être finie. Donc moi je vais faire encore quelques présentations de diapos pour présenter notre association. Donc Madame Gobert, qui est la présidente et la créatrice de cette association. La raison sociale de notre association, c'est la lutte contre la maltraitance des enfants sous toutes ses formes, en organisant des forums, des formations, des conférences, en particulier sur le syndrome du bébé secoué. Elle a également une activité auprès des sans-abri, les vendredis dans les Hauts-de-Ville, elle fait des tas de choses. Et elle gère un cabinet d'avocats. Et elle a une capacité d'activité absolument extraordinaire. Alors, qu'est-ce que c'est que le syndrome du bébé secoué? Donc, c'est lié aux pleurs incessants du nourrisson. On l'a dit, on a des sorties dans la journée, mais pour ceux qui arrivent,
C'est classiquement l'adulte qui pète les plombs, c'est mis entre guillemets, parce que c'est une citation littérale de ce que les gens avouent lors des comptes rendus d'audience. On a cette phrase de péter les plombs qui décrit très bien ce que les personnes réalisent rétrospectivement et trop tard, malheureusement. Ils disent que l'enfant a été secoué comme un poignet, donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement violent. Et ça a des conséquences irréversibles. Donc là, je l'ai redit. Je m'excuse auprès de ceux qui étaient là dans la journée, mais c'est un hématome sous-dural, un œdème cérébral, des hémorragies rétiniennes, et ça a des conséquences irréversibles. Donc quelles sont les conséquences? Donc c'est un hématome intracrânien, donc avec un saignement qui comprime le cerveau, qui entraîne un problème d'accumulation de liquide cérébral, des lésions cérébrales également, qui peuvent évoluer vers des convulsions, un coma, une paralysie. Donc c'est une cause d'infiabilité motrice cérébrale, vous voyez la gravité et l'extension des lésions chez cet enfant. Des hémorragies de la rétine, avec possiblement un retentissement sur la vision, bien sûr, mais c'est surtout, ça a une valeur de marqueur, c'est un élément très important du diagnostic. Et puis une morbidité et une mortalité lourde et des séquelles graves. Ici, ce sont les statistiques d'une base de données qu'on remplit dans le service depuis 2001, donc il y a déjà 16 ans, avec, fort heureusement, il y a beaucoup de cas qui ne sont pas si graves, qui sont diagnostiqués précocement, donc ça met l'accent sur l'importance d'un diagnostic précoce et d'une information pour voir ces enfants avant qu'il soit trop tard, avant qu'il soit secoué de nouveau. Donc 78% avec une vie normale, des séquelles légères dans 6%, séquelles graves 10%, état végétatif 4% et décédé 10%. Alors c'est énorme, ça fait pratiquement 25% de ces enfants qui seront décédés ou avec des séquelles graves, sachant qu'au moment où ils ont été évalués la dernière fois, la moyenne du suivi c'est de l'ordre de 3 ans, donc on ne sait pas ce que ça va donner à la maternelle, au passage au collège, etc. Mais en tout cas, on a déjà chez ces petits-enfants des séquelles importantes ou un décès dans 25% des cas. C'est énorme, mais en même temps, c'est peu par rapport aux séries qu'on voit dans la littérature où il y a au moins 20% de décès. Ça veut dire qu'en fait, on a un taux une exhaustivité du diagnostic qui est importante et qui est fait, et le diagnostic est fait souvent à un stade où l'enfant n'est pas si grave. Donc ça nous encourage à continuer à être très systématique et très exhaustif. Donc finalement, ce bébé secoué, c'est une épidémie méconnue. Donc ça vous représente le nombre de cas dans notre base de données. Alors l'année 2001, ça a été pris en cours, donc c'est une petite année, on peut dire. Et puis tous les ans, on a entre une dizaine et une vingtaine, en moyenne, c'est au moins une vingtaine de cas, de nouveaux cas de syndrome du bébé secoué par an, dont 10% vont décéder, dont 15% vont garder des séquelles importantes. Alors, le fait que ce nombre de patients, alors l'année 2017 n'est pas terminée, hein, depuis que j'ai dépouillé les statistiques, il y a eu 3 nouveaux cas, donc on aura eu au moins 21 cas cette année. Donc le fait que cette incidence persiste, est-ce que ça veut dire que nos actions de prévention et d'information sont inefficaces? Ça a été discuté. En fait, le fait qu'on ait une mortalité inférieure à les données de la littérature, ça nous fait penser que c'est parce qu'au contraire, on a une exhaustivité qui est importante et une meilleure reconnaissance du syndrome. Alors dans les statistiques, c'était paru également qu'on a une prévalence mensuelle qui suit la courbe des naissances. Par Mme Aubry, maire du livre, vous voyez ici avec Mme Gobert, lorsqu'on était allé participer au critérium cycliste d'Hélène. Ce que Mme Gobert ne m'aura pas fait faire, c'est extraordinaire. Et donc, on a été très aidé par la mairie de l'Homme pour les premières conférences, et la mairie de Lille, et le conseil départemental maintenant. Donc les réalisations qu'on a faites, c'était la première conférence en avril 2015 à l'Homme. On a fait une conférence qui a accueilli à peu près 250 personnes, et on a refusé du monde. Donc on a remis le couvert quelques mois après, avec le même programme. Et là, on a une salle qui permettait d'accueillir 500 personnes. On a élargi un petit peu le débat sur le profil de l'adulte secoueur pour mettre en valeur le côté psychiatrique. On a eu la participation de l'équipe de pédopsychiatrie sur y a-t-il un profil de l'adulte secoueur. Et puis, il y a un an, on a fait donc, une conférence sur l'enfant exposé aux violences conjugales. Et là, on avait un grand amphi de à peu près 500 places qu'on a rempli. Et on a aussi un afflux du monde. Et donc, cette année, on a mis les petits plats dans l'écran en disposant d'une salle magnifique dont vous pouvez profiter en commun. Alors, on a fait de la communication, il y a une page Facebook qui a été mise en place, puis un site internet qui a été mis en ligne cet été, donc que je vous invite à consulter, hein, lesmots pour le dire.fr.
On a eu différentes rencontres avec le public, donc évidemment je n'ai pas mis toutes les actions parce qu'on n'a pas tenu un journal très précis et tout ça, mais on a participé donc au Bidon d'Or, je l'avais dit, au Forum des associations à Lille Grand Sud. On a tenu un stand au Salon Bébé le mois dernier, et puis des actions médiatiques dans La Voix du Nord, dans Direct Matin, une émission à Grand TV, et puis une émission de France 3 qui a été tournée hier, et pas plus tard qu'aujourd'hui, Mme Gobert s'est éclipsée brièvement et discrètement pour aller parler devant Grand TV de nouveau. Alors nos projets, c'est de faire reconnaître l'association comme un organisme de formation, le faire reconnaître comme un organisme d'utilité publique, mais là il faut qu'on ait des membres, donc ça on nous incite à devenir membre de cette association. Et notre but c'est aussi de faire reconnaître la lutte contre la maltraitance de l'enfant comme une cause nationale. Et vous savez que la lutte contre la maltraitance faite aux femmes, c'est une cause qui a le vent en poupe. On aimerait bien profiter de ce vent pour propulser la cause de l'enfant, en disant que finalement l'enfant et la femme, ça va très bien ensemble. Voilà, donc voilà un petit peu nos projets, et je vais en profiter pour remercier encore nos sponsors, le conseil régional, le conseil départemental, la mairie de Lille, la mairie de Haine également, et puis nos exposants et les participants. Voilà, j'en dirai pas plus.